Chaque homme porte en lui une horloge silencieuse. Vous n'entendez pas son tic-tac, mais vous le sentez dans les heures calmes, lorsque vous vous demandez si votre vie avance assez vite, si votre travail a un sens, si votre compte en banque reflète la sueur que vous avez versée dans ce monde. Napoleon Hill comprenait cette faim, cette agitation, et il a consacré sa vie à y répondre. Il disait: le point de départ de toute réussite est le désir. Pas une simple envie, pas un vague espoir, mais une obsession dévorante si puissante qu'elle réorganise vos habitudes, vos choix et même vos relations. Hill a interrogé les hommes les plus riches de son époque, Carnegie, Edison, Ford, et a découvert que chacun d'eux était possédé par un feu intérieur. Ils n'ont pas demandé la permission de prospérer. Ils l'ont exigé de la vie elle-même. C'est là le secret que les hommes ignorent. La fortune ne sourit ni à l'intelligent, ni aux chanceux, ni aux séduisants. Elle vient à l'homme qui a décidé de ne pas vivre petitement. Hill a écrit: tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. La question n'est jamais de savoir si vous pouvez, c'est de savoir si vous osez y croire, sans reculer, sans compromis. Mais c'est ici que la plupart des hommes se sabotent. Ils brûlent de réussir, mais passent leurs meilleures années à disperser leur énergie, poursuivant des femmes qui les épuisent, l'approbation d'une famille qui n'a jamais rien bâti, et des divertissements qui anesthésient leur faim. Hill a lancé un avertissement sévère. Nul homme ne peut réussir dans un domaine qu'il n'aime pas. Et pourtant, d'innombrables hommes vendent leur âme à un travail qu'ils détestent secrètement, pour s'acheter des distractions qui les empêchent d'affronter leur propre vide. Il y a un moment dans la vie d'un homme où il doit affronter cette vérité. Soit il canalise son énergie dans la création, soit elle le consumera par le désir, la peur et le gaspillage. Hill parlait du pouvoir de la transmutation de l'énergie sexuelle non comme une question de morale, mais de stratégie. L'énergie sexuelle est l'énergie créatrice de tous les génies, disait-il. L'homme qui passe ses nuits à la poursuite du plaisir dépense sa fortune avant même de l'avoir bâtie. L'homme qui transforme cette même force en ambition, en maîtrise, en idée lucrative, se dresse parmi les rois. Pourtant, les hommes trébuchent non par manque d'idées, mais par manque de persévérance. Hill a déclaré: un lâcheur ne gagne jamais, et un gagnant n'abandonne jamais. Regardez autour de vous. Combien d'hommes abandonnent au premier signe de rejet, au premier échec commercial, à la première trahison d'un partenaire ou d'une femme? Ils s'en vont, blessés, sans réaliser que la vie ne cède qu'à l'homme qui refuse de céder le premier. Le monde ploie devant l'obstination. L'homme qui continue de presser, de s'adapter, d'avancer, tandis que les autres s'effondrent, n'a pas besoin de chance. Il devient cette force que les autres appellent la chance. Napoleon Hill a dit un jour: un objectif est un rêve avec une date butoir. Et cette simple phrase sépare les hommes qui s'élèvent de ceux qui ne font que souhaiter. Vous l'avez vu, des hommes qui parlent sans fin de ce qu'ils feront un jour, mais ne fixent jamais de date, ne bâtissent jamais de plan, ne mettent jamais leur fierté en jeu dans l'exécution. Les rêves sans échéance pourrissent en regret. Hill a découvert, après 3 décennies à étudier les hommes qui réussissent, que ceux qui amassaient richesse et pouvoir partageaient tout ceci.
Ils agissaient avec une détermination sans faille. Ils n'avaient pas toujours raison, mais ils refusaient l'immobilité. Pourtant, la décision ne naît pas de l'imprudence. Elle naît d'une pensée organisée. Hill a écrit: Tout homme qui a accumulé une grande richesse l'a fait en reconnaissant un besoin précis et en le comblant. Voilà le vrai jeu. Cessez de demander que veux-je et commencez à demander quelle valeur puis-je créer que les autres ne pourront ignorer. Les hommes qui s'enrichissent sont ceux qui comblent des lacunes que personne d'autre ne voit ou n'ose combler. Cela exige de l'imagination, celle que Hill appelait l'atelier de l'esprit. Mais l'imagination sans structure n'est que rêverie. La richesse vient lorsque vous capturez le rêve, le mettez sur papier, construisez un plan et travaillez sans relâche jusqu'à ce que le plan prenne vie. Parlons maintenant d'argent directement, car Hill n'a jamais adouci ses avertissements sur ce point. Il a observé que la plupart des hommes échouent non pas parce qu'ils ne gagnent pas assez, mais parce qu'ils ne gèrent pas. Il disait: L'homme incapable d'économiser un centime ne gérera jamais une fortune. Pensez-y. Chaque homme veut gérer des millions, mais laisse fuir des centaines dans des choses dont il ne se souvient même pas. Chaque homme veut la liberté, mais se rend esclave du crédit, des apparences, de la volonté d'impressionner des gens qui ne viendraient jamais à son secours dans les moments difficiles. La richesse ne naît pas dans le gain, elle naît dans la discipline de conserver et de multiplier. Et qu'en est-il des femmes? Hill était sans concession. Il a vu de ses propres yeux comment les hommes les plus forts de l'industrie étaient ruinés non par leurs concurrents, mais par un désir incontrôlé. L'émotion sexuelle contient le secret de la capacité créatrice, écrivait-il, mais il prévenait qu'elle pouvait aussi être le chemin le plus rapide vers la destruction. Combien d'hommes travaillent pour de l'argent, non pour bâtir un héritage, mais simplement pour maintenir un style de vie qui les enchaîne à des relations qu'ils ne peuvent se permettre. Combien sont piégés dans des cycles de gains et de dépenses, non pour la liberté, mais pour la validation? La solution de Hill était simple, bien que difficile. La discipline. Diriger le feu vers l'intérieur. Transformez-le en carburant pour la création, non pour une indulgence sans fin. Il ne méprisait pas les femmes, mais il méprisait la faiblesse. Il enseignait aux hommes à reconnaître que tout partenariat doit multiplier leur pouvoir et non le diminuer. Une femme qui vous pousse au gaspillage, à la distraction ou au confort au détriment de votre croissance n'est pas une partenaire, c'est un passif. Et les passifs, qu'ils soient humains ou financiers, s'accumulent pour former des chaînes. La promesse de Hill n'a jamais été que l'argent viendrait rapidement, mais qu'il viendrait certainement à l'homme qui aligne ses désirs, sa discipline et ses décisions. Il a écrit: Vous êtes le maître de votre destin. Vous pouvez influencer, diriger et contrôler votre propre environnement. Vous pouvez faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit. Mais la maîtrise signifie le contrôle, pas seulement de l'argent, mais de soi. Napoleon Hill était implacable sur une vérité. Nul homme ne bâtit sa fortune seul. Il a écrit: Aucun individu ne possède suffisamment d'expérience, d'éducation, de talent inné et de connaissances pour assurer l'accumulation d'une grande fortune sans la coopération d'autres personnes. C'est ainsi qu'est né son principe le plus célèbre, le cerveau
collectif. Ce n'est pas juste un groupe d'amis, pas seulement des collègues, c'est le rassemblement délibéré d'esprits qui s'aiguisent mutuellement, qui élargissent la vision de chacun et qui refusent de laisser la médiocrité s'installer. Demandez-vous, qui est assis à votre table? Rien-t-il de vos idées ou construisent-ils dessus? Vous poussent-ils à grandir ou vous maintiennent-ils confortablement dans la moyenne? Hill voyait cela clairement. Les hommes qui s'élevaient vers la fortune choisissaient soigneusement leur fréquentation. Andrew Carnegie s'entourait d'hommes qui voyaient des possibilités qu'il ne pouvait voir. Henry Ford se plaçait auprès de penseurs qui remettaient en question ses certitudes. Les mots de Hill sont tranchants ici. Chaque homme est ce qu'il est à cause des pensées dominantes qu'il permet d'occuper son esprit. Et les pensées sont contagieuses. Entourez-vous d'esprits faibles et la faiblesse deviendra votre héritage. Mais même avec la bonne compagnie, la persévérance est la différence entre une fortune gagnée et une fortune perdue. Hill disait, la plupart des grands hommes ont atteint leur plus grand succès juste un pas au-delà de leur plus grand échec. L'ironie de la richesse est qu'elle se cache derrière des défaites répétées. Les hommes qui manquent de persévérance traitent ces défaites comme des signes d'abandon, mais l'homme de vision les traite comme des tests. Il s'adapte, recalibre et frappe à nouveau. Hill a remarqué ce schéma chez tous les titans qu'il a interrogés. Leur richesse n'est pas née d'une idée brillante, mais du refus de rester enterrés lorsque leur plan s'effondrait. Pensez-y. Combien d'hommes connaissez-vous qui ont des idées brillantes, mais aucune persévérance? Ils lancent des projets et abandonnent à mi-chemin. Ils rêvent d'investissement, mais ne vont jamais au bout. Ils heurtent un mur et décident que la vie est contre eux. Hill a mis en garde contre cette tragédie précise. L'une des causes les plus courantes de l'échec est l'habitude d'abandonner lorsque l'on est rattrapé par une défaite temporaire. La richesse ne vient pas au premier essai. Elle vient à l'homme qui est prêt à saigner, à s'ajuster et à frapper encore jusqu'à ce que le mur tombe. Maintenant, considérez comment la persévérance et les associations se combinent. Seule la persévérance se transforme en aveuglement obstiné. Entourée d'un cerveau collectif, elle devient stratégie. Les autres apportent leur perspective, leur correction, leur énergie. Hill insistait. Une grande puissance ne peut être accumulée par aucun autre principe que celui du cerveau collectif. Vous pouvez travailler seul pendant des années et vous épuiser, ou vous pouvez unir vos forces à des hommes qui multiplieront votre vision et réduiront votre lutte de plusieurs années. Les questions demeurent donc. Avez-vous bâti un cercle qui exige votre grandeur ou un qui excuse votre faiblesse? Avez-vous pratiqué le genre de persévérance qui use la résistance? Ou avez-vous abandonné si souvent que la vie ne prend plus votre parole au sérieux? Ces deux choix, votre compagnie et votre persévérance, paveront la route de la richesse ou la fermeront à jamais. Napoleon Hill appelait la peur le plus grand ennemi de l'homme. Pas l'échec, pas la pauvreté, pas le rejet. La peur, il disait, les peurs ne sont rien de plus qu'un état d'esprit. Et pourtant, des vies entières sont façonnées, limitées et détruites par cette force invisible. Hill a identifié 6 peurs fondamentales, mais 2 sont particulièrement vicieuses en matière d'argent. La peur de la pauvreté et la peur de la critique. La peur de la pauvreté murmure. Ne prends pas de risques. N'investis pas. Ne te lance pas. Elle convainc les hommes de s'accrocher à des emplois qu'ils détestent,
d'accepter des salaires qui couvrent à peine leur survie, de vivre pour la sécurité plutôt que pour l'abondance. Hale a écrit: L'homme qui craint la pauvreté possède déjà la pauvreté. Pensez-y. La peur elle-même devient une prophétie. Les hommes qui la portent font des choix timides, évitent les opportunités et garantissent la précarité, même qu'ils espèrent éviter. Puis, il y a la peur de la critique. Hill était direct. Les opinions sont la marchandise la moins chère sur Terre. Pourtant, combien d'hommes abandonnent leurs rêves à cause d'elles? Ils veulent lancer une entreprise, mais quelqu'un dit que c'est trop risqué. Ils veulent investir, mais leurs amis se moquent de l'idée. Ils veulent mettre fin à une relation qui les saigne à blanc, mais ils craignent ce que la famille dira. Hill a vu cette faiblesse détruire plus de potentiel que la faillite ne l'a jamais fait. Un homme peut se remettre d'une perte d'argent, mais il se remet rarement d'une perte de courage. L'antidote, déclarait Hill, est la foi soutenue par la décision. Il a écrit: N'attendez pas. Le moment ne sera jamais parfait. Commencez là où vous êtes et travaillez avec les outils que vous avez à votre disposition. La foi ne signifie pas un optimisme naïf. Elle signifie un esprit entraîné qui refuse de plier devant la peur. La décision signifie mettre fin à l'hésitation et agir, même quand on n'est pas tout à fait prêt. Les hommes pourrissent dans l'hésitation, se disant qu'ils ont besoin de plus de temps, plus d'informations, plus d'approbation. Mais la richesse, insistait Hill, favorise l'homme qui ose sauter pendant que les autres débattent encore. C'est pourquoi Hill liait la richesse non seulement à la connaissance, mais aussi à la maîtrise de l'esprit. Il disait: Vous êtes le maître de votre destin. Vous pouvez influencer, diriger et contrôler votre propre environnement. Vous pouvez faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit. Cette maîtrise n'est pas donnée. Elle est saisie en affrontant la peur quotidiennement, en refusant de la laisser dicter vos choix. Chaque grande fortune, chaque empire, chaque transformation dans les recherches de Hill est née chez des hommes qui ressentaient la peur, mais qui ont agi quand même. La question n'est donc pas de savoir si la peur existe. Elle existera toujours. La question est: la peur vous contrôle-t-elle ou la contrôlez-vous? Un chemin garantit une vie d'hésitation et de regret. L'autre ouvre des portes que seuls les audacieux voient jamais. Napoleon Hill a percé à jour l'un des plus grands mensonges que la société raconte aux hommes, qu'une éducation générale garantit à elle seule la prospérité. Il l'a dénoncé directement. Le savoir n'est qu'un pouvoir potentiel. Il ne devient pouvoir que lorsqu'il est organisé en plan d'action défini et dirigé vers un but précis. Combien d'hommes connaissez-vous qui collectionnent les diplômes, les certificats, les qualifications sans fin et qui pourtant restent fauchés, surmenés et interchangeables? Hill aurait dit qu'ils ont confondu l'école avec la richesse, alors qu'en réalité, seul le savoir spécialisé a le pouvoir de multiplier l'argent. Le savoir spécialisé signifie que vous savez quelque chose de précieux que d'autres ne peuvent pas facilement remplacer. Ce peut être comment construire un système, vendre un produit, diriger une équipe, résoudre un problème complexe. Le savoir général est bon marché. N'importe qui peut le trouver sur Google. Mais une compétence affinée avec maîtrise devient un atout que personne ne peut vous enlever. Hill disait: La voie du succès est la voie de la recherche continue de la connaissance.
Pas d'effet superficiel pour gagner des débats, mais une connaissance ciblée que vous pouvez échanger contre la liberté. Et c'est là que les hommes se sabotent. Ils apprennent, mais n'appliquent jamais. Ils lisent sur l'investissement, mais n'ouvrent jamais de compte. Ils parlent de créer une entreprise, mais ne rédigent jamais de plan. Ils fantasment sur l'indépendance financière, mais ne font jamais le premier pas. Hill a vu cela partout. C'est pourquoi il a fait cette distinction. La connaissance doit être dirigée vers une activité lucrative, où elle meurt en vous comme un potentiel gaspillé. Vient ensuite la question de la gestion de l'argent. Hill n'a pas mâché ses mots. L'homme incapable d'économiser un centime ne gérera jamais une fortune. La prospérité ne consiste pas seulement à gagner, elle est une question de discipline. Trop d'hommes travaillent plus dur chaque année pour ensuite dépenser plus vite, pensant qu'ils peuvent gagner plus que ce qu'ils gaspillent. Ils ne le peuvent pas. Sans contrôle, l'argent vous glisse entre les doigts comme du sable. La richesse n'appartient pas à l'homme qui gagne le plus. Elle appartient à celui qui garde le plus et le multiplie sagement. Et remarquez comment les relations sont liées à cela. Beaucoup d'hommes, observait Hill, travaillent non pas pour bâtir une fortune, mais pour financer des modes de vie qui impressionnent les femmes ou font taire leur insécurité. Ils mesurent le succès à la quantité qu'ils peuvent consommer, non à celle qu'ils peuvent créer. C'est de l'esclavage déguisé. Un homme incapable de dire non à une dépense inutile, que ce soit pour le plaisir, l'approbation ou le confort, ne goûtera jamais à la liberté. Hill a prévenu clairement. Si vous ne contrôlez pas votre argent, vous serez contrôlé par lui. La formule est brutale dans sa simplicité. Spécialisez-vous, appliquez et disciplinez-vous. Le savoir spécialisé crée des revenus. L'application le transforme en résultat. La discipline le compose en richesse. Manquez une seule pièce et vous travaillerez pour toujours sans jamais atteindre la prospérité. Mettez-les ensemble et vous commanderez le genre de pouvoir que la vie ne peut vous refuser. Napoleon Hill appelait l'imagination l'atelier de l'esprit. Il voulait dire que la richesse est d'abord créée dans la pensée avant d'exister dans le monde. Chaque empire, chaque invention, chaque fortune a commencé comme une idée dans l'esprit d'un homme qui a refusé de la laisser mourir. Il a écrit « La seule limitation de l'homme, dans les limites de la raison, réside dans le développement et l'utilisation de son imagination. » Et pourtant, en vieillissant, les hommes troquent l'imagination contre la routine, la vision contre la survie. Au moment où la plupart atteignent le milieu de leur vie, leur créativité s'est tarie, non pas parce qu'elle a disparu, mais parce qu'ils ont cessé de l'exercer. Hill divisait l'imagination en deux types, synthétique et créatrice. L'imagination synthétique prend des idées existantes et les réarrange en quelque chose d'utile. L'imagination créatrice puise des idées nouvelles dans les profondeurs du subconscient, dans des éclairs d'inspiration, dans ce qu'il appelait l'intelligence infinie. Les deux sont essentiels à la prospérité. Mais voici la tragédie. La plupart des hommes ne vivent que dans la réaction. Ils consomment des idées, mais n'en produisent jamais. Ils attendent que quelqu'un d'autre innove et suive comme des ombres. C'est pourquoi tant d'hommes stagnent dans leur carrière. Ils font bien leur travail, mais ne s'élèvent jamais au-delà, car ils n'imaginent jamais de nouvelles façons de créer de la valeur. Ils ont peur de paraître ridicules, de suggérer quelque chose de différent. Ils gardent la tête basse, espérant qu'un travail stable suffira.
Hill a mis en garde contre cette forme d'esclavage silencieux. Il a dit: les idées sont le point de départ de toutes les fortunes. Si vous cessez de générer des idées, vous cessez de générer de la richesse. Et l'imagination ne se limite pas aux affaires. Elle régit la manière dont vous gérez l'argent, les relations et même l'échec. Un homme sans imagination ne voit que des obstacles. Un homme avec de l'imagination voit des opportunités cachées dans ces mêmes obstacles. Hill a observé cela maintes et maintes fois chez les hommes qui ont bâti des empires. Il pouvait prendre une défaite qui brisait les autres et la transformer en carburant pour une nouvelle entreprise. Il nous a rappelé: chaque adversité, chaque échec, chaque chagrin porte en lui la graine d'un bénéfice équivalent ou supérieur. La différence réside dans votre capacité à trouver la graine et à la planter. Mais voici l'avertissement. L'imagination doit être disciplinée et non gaspillée. Beaucoup d'hommes n'utilisent leur imagination que pour fantasmer sur les femmes, le luxe, le plaisir. Ils dépensent leur énergie mentale à rêver d'évasion plutôt que de solutions. Hill croyait que c'était l'un des plus grands gaspillages du potentiel humain. La même énergie qui pourrait créer des entreprises, des inventions et de la richesse est plutôt dépensée en fantasmes qui ne rapportent rien. L'appel est donc clair. Gardez votre imagination vivante, mais entraînez-la comme une arme. Visez les problèmes que vous pouvez résoudre, la valeur que vous pouvez créer, la richesse que vous pouvez bâtir. Protégez-la de la décomposition, de la paresse, du détournement par la distraction. Les hommes qui restent imaginatifs jusqu'à la quarantaine sont ceux qui continuent de créer, de s'étendre, de prospérer, tandis que les autres se replient silencieusement dans la routine et s'éteignent. Napoleon Hill insistait sur le fait que la prospérité commence et se termine par la clarté de l'objectif. Il disait: il y a une qualité que l'on doit posséder pour gagner, c'est la clarté de l'objectif, la connaissance de ce que l'on veut et un désir ardent de le posséder. Regardez la plupart des hommes. Vous pouvez voir immédiatement pourquoi ils ne se libèrent jamais. Leurs vies sont dispersées. Une semaine, ils courent après l'argent, la suivante après l'approbation, puis après les femmes, et la semaine d'après, ils s'effondrent dans la distraction. Leur énergie fuit dans 1000 directions, et ils restent donc dans la moyenne. Mais les recherches de Hill ont révélé que les titans de la richesse vivaient avec une obsession, un objectif unique, un but dominant. Ils organisaient leurs journées, leurs finances, leurs associations autour de lui. Et voici la partie choquante. Une fois qu'ils avaient choisi un objectif précis, les opportunités commençaient à s'organiser autour d'eux. Hill appelait cela la loi de l'attraction bien avant que cela ne devienne un cliché. Quand un homme désire vraiment une chose si profondément qu'il est prêt à miser tout son avenir sur un seul tour de roue pour l'obtenir, il est sûr de gagner. L'univers, croyait Hill, conspire pour aider l'homme qui refuse de se disperser. Ce principe s'applique non seulement à la carrière, mais aussi aux relations. Combien d'hommes se perdent dans la tentative sans fin d'être tout pour tout le monde? Ils essaient d'être le mari parfait, l'employé parfait, l'ami parfait, tout en abandonnant leur propre objectif précis. Hill a mis en garde contre cette trahison de soi. La personne qui cesse d'étudier simplement parce qu'elle a fini ses études est à jamais condamnée à la médiocrité. La médiocrité ici ne concerne pas seulement le savoir, mais l'identité. Un homme qui n'étudie plus lui-même, qui ne clarifie plus sa mission,
sera tiré dans toutes les directions par les exigences des autres. Et qu'en est-il de la décision? Hill a observé que les hommes qui réussissent prennent des décisions rapidement et fermement, et les changent lentement, voire jamais. Les hommes qui échouent, en revanche, prennent des décisions lentement et les changent souvent. Il a écrit: l'indécision est le germe de la peur. Pensez-y. Chaque fois que vous hésitez, chaque fois que vous retardez, vous nourrissez la peur jusqu'à ce qu'elle devienne plus grande que vous. Les hommes paralysés par l'indécision vieillissent vite, car la vie punit l'hésitation. Le poste est attribué à quelqu'un d'autre. La fenêtre d'investissement se ferme, la femme perd son respect, le rêve s'estompe. La solution de Hill était brutale dans sa simplicité. Décidez, agissez, ajustez plus tard. Il a vu que la fortune favorise toujours l'homme en mouvement, jamais celui qui attend le moment parfait. N'attendez pas. Le moment ne sera jamais parfait, disait-il. Commencez là où vous êtes et travaillez avec les outils que vous avez à votre disposition. Maintenant, revenons à l'argent. Hill a révélé une vérité que les hommes préfèrent ignorer. La pauvreté n'est pas seulement une condition, c'est un état d'esprit. Il affirmait avec force: la richesse commence par un état d'esprit, par la clarté de l'objectif, avec peu ou pas de travail acharné. La plupart des hommes associent la richesse à un labeur éreintant. Pourtant, Hill a découvert que les hommes les plus riches ne se contentaient pas de travailler plus dur. Ils pensaient mieux. Ils investissaient leur énergie dans les idées, les stratégies, les associations. Ils comprenaient l'effet de levier, la délégation et les systèmes. L'homme qui ne croit qu'au labeur s'épuisera à la tâche et appellera cela de la dignité, tandis que celui qui apprend à maîtriser ses pensées et à diriger ses efforts multiplie sa richesse tout en préservant son temps. Et c'est ici que réside une vérité cruciale sur les relations. Une femme sentira si un homme possède ou non un but précis. S'il en a un, elle le respecte, suit sa direction ou s'aligne sur sa mission. S'il n'en a pas, elle le contrôle, le distrait ou le méprise en silence. Hill n'a jamais écrit contre les femmes, mais il était impitoyable face à la faiblesse. Sa leçon était simple. Construisez d'abord votre objectif, puis invitez les autres à y prendre part. Ne confiez pas le volant de votre destinée à quiconque ne vous a pas aidé à en dessiner la carte. Il a résumé tout cela en une vérité immortelle. Celui qui abandonne ne gagne jamais, et un gagnant n'abandonne jamais. Et abandonner n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, abandonner ressemble à de l'indécision, parfois à un compromis. Parfois, cela revient à vendre son rêve pour une vie plus petite qui plaît aux autres. Chaque fois que vous abandonnez, vous apprenez à la vie à douter de vous. Mais chaque fois que vous persistez, vous lui apprenez à plier dans votre direction. La loi est donc la suivante. Focalisez votre désir sur un objectif précis. Prenez des décisions avec courage. Avancez avec persévérance. Et disciplinez votre argent pour qu'il serve votre mission. Tout le reste, la peur, la distraction, la critique, la complaisance, doit être reconnu pour ce qu'il est, un voleur de l'unique vie qui vous est donnée. Hill l'a promis, et l'histoire le confirme. L'homme qui prend ses vérités au sérieux n'aura pas besoin de mendier la prospérité.
il l'attirera comme le fer à l'aimant, car la richesse afflue toujours vers l'homme qui sait maîtriser. Et si ce message a touché quelque chose de profond en vous, ne le laissez pas s'évanouir. Agissez. Napoleon Hill a dit: l'action est la véritable mesure de l'intelligence. Pas de slore, agissez maintenant. Prenez ces principes et mettez-les en œuvre dans votre vie. Bâtissez votre fortune, bâtissez votre liberté, et refusez de vous contenter de moins. Si vous voulez d'autres vérités comme celle-ci, des leçons que le monde ne vous offrira jamais, mais qui peuvent transformer votre vie, alors aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous à la chaîne. Et si vous croyez en cette mission, soutenez la chaîne via le lien dans la description afin que nous puissions continuer à vous apporter une connaissance qui transforme et non qui divertit. Car l'horloge tourne et l'homme qui hésite sera laissé pour compte, tandis que celui qui agit s'élèvera.